Pourtant, autour de nous, tout le monde porte un sourire. Et de cette façade, nous savons tous nous nourrir. Nous nous accordons tous à dire qu'il existe une norme, une vérité universelle qui est ineffable, être normal. Pourtant, tout un chacun a sa propre conviction sur ce qu'est la normalité. Ce paradoxe crée une dissonance dès qu'une personne sort des clous. Elle est ostracisée, haïe et aliénée. Une réaction qui, ironiquement, la pousse vers tout ce qui lui était reproché. Le serpent qui se mord la queue. Mais que se passerait-il si la réalité même sortait des normes établies ? Est-il possible de vivre dans leur normalité et de ne pas tomber dans les méandres de la folie ? Aujourd'hui, nous allons entrer dans un monde de malédiction et de magie. Je suis Red, ton investigateur occulte. Bienvenue dans Enquête d'horreur cosmique. Bonjour Alan, je ne saurais pas vraiment comment te l'expliquer, je suis en train de me faire pourchasser. Je ne sais pas par qui, ni par quoi. Je sais juste que c'est caché dans les brumes et que c'est dangereux. Désolé, je ne peux pas te rejoindre au bureau d'enquête pour le moment. Pourtant, j'avais prévu de te parler de l'histoire de Senua et de son rapport à la santé mentale. Mais attends, je peux toujours le faire! Mais avant tout, laisse-moi te parler du rapport fusionnel entre l'horreur cosmique et la santé mentale. Comme tu as pu le comprendre dans les épisodes précédents, l'horreur cosmique est le type d'horreur qui nous dépasse. Elle nous provoque une sensation d'être totalement insignifiant face aux abysses de l'inconnu. Chaque réponse et vérité découverte sur notre existence débloque une infinité de nouvelles questions. Mais rassure-toi Alan, normalement, il n'existe pas dans notre monde de grands anciens. Enfin, je crois. Par contre, dans le monde sorti du cerveau de Lovecraft, l'Amérique de 1920 déborde de grands anciens et d'horreurs fantasmagoriques. Imagine une seule seconde être un investigateur dans un monde pareil. Chaque réponse et vérité découverte sur son existence débloque une infinité de nouvelles questions, mais cette fois avec des réponses concrètes. Et c'est là que la santé mentale rentre en jeu. 24 mars 1924. Les gouttes s'écrasent sur les fenêtres au même rythme que je descendais cette bouteille de whisky. C'est à cause de cette femme inquiète depuis la disparition de son mari. Elle a été insistante, et il y avait bien assez de billets dans son portefeuille pour me convaincre. Mais ce qui m'a réellement décidé, c'est la visite des deux autres femmes qui avaient exactement le même discours. Toutes des femmes de marins, tous disparues au même endroit, mais pas sur le même rafio. Il y a quelques semaines d'intervalle. Bien sûr, aucune information officielle. Plus qu'à aller vérifier moi-même. Seul souci, je déteste la mer. 25 mars 1924. Heureusement pour moi, les marins ont un certain code de la camaraderie. Dès que je leur ai dit que je cherchais leurs confrères disparus, ils m'ont mis à disposition un canoë de sauvetage et quelques jours de ration. Sauf qu'aucun d'entre eux n'a voulu m'accompagner. Ils m'ont montré la direction et m'ont souhaité bonne chance. À ce qu'il paraît, j'en aurais besoin. 28 mars 1924. Je vous avais dit que je détestais la mer. Ça fait déjà quelques jours que je ne vois que du bleu autour de moi. Aucun signe de terre, aucun signe de vie. Pourtant, d'après les cartes, je suis exactement là où ils ont été aperçus pour la dernière fois. 29 mars 1924. Je crois que c'est peine perdue. Il me reste juste assez de rations pour rebrousser chemin et retourner au navire. 30 mars 1924. Je n'ai plus vraiment assez de rations pour retrouver le navire. Je n'ai plus que quelques gouttes d'eau et le soleil me tape dessus depuis des heures déjà. Je n'ai qu'une couverture de fortune pour me protéger de lui. J'espère que le navire me trouvera avant qu'il soit trop tard.
31 mars 1924. Je me suis réveillé sur une île. Mon rafiot s'est échoué. Mon premier réflexe a été de boire l'eau à même le sol. L'odeur de poisson avarié, comme dans les poubelles d'une poissonnerie, était omniprésente, écœurante. Ce n'était qu'après que je me suis rendu compte de la scène grotesque autour de moi. Des mollusques de grande taille s'étaient échoués tout comme moi, où la terre s'étalait à perte de vue. Je ne voyais que du noir vaseux autour de moi. Mon canoë de sauvetage était totalement embourbé dans la vase. Mais de toute façon, je pense que j'ai atteint l'endroit que je cherchais. Ça devait être un phénomène naturel bizarre, qu'un universitaire expliquerait bien mieux que moi. Sûrement une île éphémère qui apparaît quand les conditions sont réunies. Mais ça doit être pour ça que les marins se sont perdus. Plus qu'à chercher le point culminant de cette île, c'est là où j'aurai le plus de chances de les trouver. Le reste de la journée fut occupé à marcher dans un désert visqueux où gisaient d'innombrables créatures marines cyclopéennes, dont pour la plupart, je ne soupçonnais pas l'existence. Toujours à me diriger vers le sommet que j'apercevais au loin. Par contre, une question me taraudait. S'ils ont vécu la même chose que moi, où sont les navires de ces marins ? La nuit était en train de tomber quand je suis arrivé au pied de ce monticule sombre. Là, j'ai trouvé un barda. J'étais pas loin. Des vêtements sales et déchiquetés plus tard, je me retrouvais en haut de ce monticule qui ressemblait, vu d'en haut, plus à une cuvette. Il me semblait apercevoir une structure en son centre. Plus qu'à descendre pour aller examiner ça. « 5 avril 1924. Ça y est, j'ai enfin pu récupérer mes affaires à ma sortie d'hôpital. Je n'ai cessé de retourner et de revoir la scène en boucle ces derniers jours. Le monolithe, les écrits dessus, cette créature impossible. D'après l'universitaire que je suis parti voir, ça doit être un mélange d'insolation, de déshydratation et une possible émanation de gaz. Aucun signe de marin, aucun signe de l'île. Et plus aucune bonne nuit de sommeil depuis. Pourtant, je suis sûr de ce que j'ai vu. J'avoue que les détails sont flous. Mais pourquoi est-ce que je sens encore cette odeur de mollusques tout autour de moi ? 13 juin 1924. Ça fait longtemps que je n'avais pas écrit. Entre la morphine et les créatures qui me poursuivent, je n'ai pas eu le temps de me poser. Mais je crois avoir trouvé la solution. Il y a cette chose qui toque à ma porte depuis quelques minutes déjà. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que maintenant, je me souviens. Je me souviens de tout, parce que j'ai trouvé la solution. L'universitaire l'avait évoqué, des dieux païens appelés grands anciens, des horreurs sans nom, plus vieux que le monde lui-même, des satanées créatures venant des étoiles, incompréhensibles pour l'esprit humain. Si jamais je les laisse gagner, le monde courra à sa perte. Et ce truc, aussi haut que le monolithe, celui qui m'a regardé au plus profond de mon être, je ne le laisserai pas gagner, parce que même s'il arrive à ouvrir cette porte, j'ai trouvé la solution. C'est souvent ce même destin que les protagonistes d'un roman d'horreur cosmique connaissent. Rangés par des connaissances ésotériques, dépassant la compréhension humaine, leur quotidien n'a plus rien de normal. Et d'ordinaire, leur résilience face à la folie n'est qu'un compte à rebours menant à la fin de leur histoire. D'ailleurs, c'est la mécanique phare du jeu de rôle, l'Appel de Cthulhu, dérivé de la nouvelle de Lovecraft du même nom. On y joue souvent des investigateurs confrontés au mythe de Cthulhu et à tout le bestiaire Lovecraftien. La santé mentale est une statistique reliée au pouvoir du personnage, représentant sa volonté et sa force mentale qui finira irrémédiablement par fondre à chaque événement dérangeant, créant des traumatismes et des psychoses jusqu'à le rendre totalement fou, signifiant la fin de ce même personnage. Cette caractéristique est sur une échelle de pourcentage. Plus elle est haute et plus le personnage est sain d'esprit et parvient à rationaliser les événements qu'il subit.
comme un moyen de sécurité placé dans notre cerveau reptilien pour permettre, pendant des âges oubliés, aux premières vies de survivre à la présence d'horreurs innommables. Que savons-nous du monde, de l'univers qui nous entoure? Les moyens dont nous disposons pour percevoir les impressions sont ridiculement peu nombreux et notre vision des objets qui nous environnent est infiniment étroite. C'est la manière dont nous sommes bâtis qui détermine notre point de vue, si bien que nous n'avons aucune idée de la vraie nature des choses avec nos 5 sens limités. Nous avons la prétention de comprendre l'infinie complexité du cosmos. J'ai trouvé une solution pour être tranquille pendant un temps. Ce qui se cache dans les brumes ne pourra pas m'atteindre là. Ok, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. J'appelle ça la forteresse mentale. Et pour s'y rendre, il suffit de... On va enfin pouvoir parler de Senua. Cette histoire ne devrait même pas exister. Elle existe uniquement à cause de nous. À cause de la normalité, à cause de l'humain. C'est au milieu du 19e siècle qu'on a parlé pour la première fois de psychose. Avant cela, on utilisait d'autres termes péjoratifs pour stigmatiser ces gens bizarres. Certains chanceux bénéficiaient de statuts privilégiés, vus comme des chamans ou des sages, entendant des voix miraculeuses venues d'êtres supérieurs. Il y avait aussi ceux comme Senua, qui n'avaient pas eu cette chance. Leur stigmate était vu comme une malédiction. L'histoire de Hellblade se concentre sur l'odyssée de Senua, sur le chemin de Helheim. Son but, ramener d'entre les morts son être aimé d'Ilion, pris au piège dans les mains perfides de la déesse de la mort elle-même, Hela. Le premier obstacle obstruant sa route étant une loi intrinsèque de notre monde. La porte des morts ne s'ouvre jamais aux vivants. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Shh. Someone's here. La triste vérité, Alan, c'est que quiconque cherche à défier les lois de la réalité doit être prêt à en accepter les conséquences. Senua, elle, cherche à marchander le prix d'entrée. Et là, la déesse à moitié corrompue ne va pas rendre notre voyage si simple. Il va falloir se battre ou mourir. Dans mon cas, fuir! Comme une vision divinatoire, nous savons maintenant ce qui arrivera si nous échouons. On ne peut pas marchander avec les ténèbres, ni avec les brumes. Je me suis fait toucher. Voici donc le prix à payer, Alan. Bon, on a du pain sur la planche. Senua doit trouver comment passer cette porte, et nous, Alan, faut trouver ce qui se cache dans ces satanées brumes. Faisons étape par étape. À l'instar d'un certain dieu de la guerre, nous devons trouver et vaincre les 2 dieux protecteurs de la porte, et gagner leur marque. Le premier dieu nordique que nous devons trouver est Surt, le géant de feu, censé dévaster tout ce qu'il touche de ses flammes le soir de la fin du monde, le Ragnarok.
Surt, the fire giant, has answered. Choose a gate, Senua. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Pour ça, nous serons accompagnés d'une aide particulière. Un érudit irlandais du nom de Druth, qui a connu la férocité des Nordiques et a appris leurs mythes et leurs légendes alors qu'il était leur esclave. Il a connu Senua bien plus tard dans sa vie. Ils avaient en commun leurs ténèbres, leurs malédictions. Druth était traité de menteur, encore un terme péjoratif pour parler de sa différence. Pour arriver vers Surt, Senua doit revivre les horreurs des flammes des récits de Druth sur les pillages des impitoyables nordiques. Des souvenirs où le feu et la terreur détruisent des vies, font disparaître des histoires et annihilent des dieux. Do your gods answer your prayers, Senua? I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! My gods abandoned me. On ressent la rage de Druth contre ces mêmes dieux, ceux d'un peuple qui lui ont tout pris. Il était Findan, jeune Irlandais, avec une vie paisible et un avenir radieux, avant que sa sœur se fasse kidnapper, qu'il perde sa liberté, que son monde soit dévasté par les flammes. C'est en conséquence de ces épreuves que Druth est devenu sa vérité. She's dying. La rage est un bon moteur pour se relever et continuer d'avancer, mais elle mène inévitablement vers sa propre perte. Spill the blood of Surt, and take his mark, and I will cheer you from the underworld. Le combat contre Surt est un combat où chaque précipitation, chaque déferlement d'émotions est puni par ce dieu, maître de ses émotions fortes. Senua doit faire preuve de maîtrise de soi, d'analyse de l'adversaire et de patience pour assonner un coup décisif dès qu'une faille se présente. Je connais ces brumes. Je les ai déjà affrontées. Elles ont comme quelque chose d'incomplet ou d'incompris. Pardon, Alan. Il est temps de continuer le combat pour Senua. Prochaine étape, Valraven. Le deuxième dieu que nous devons trouver est Valraven, la corneille maître des illusions, utilisant ces dernières pour chasser ses proies et se repaître de leur corps sans vie. Follow the path to Valravan and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Pour atteindre ce dieu, Senua doit manipuler la réalité pour passer outre les illusions de Valraven qui lui cachent la suite du chemin. Pour ça, elle a accès à des arches ensorcelées lui montrant la vérité derrière le voile.
Quand le passage est vraiment bien caché, il y a certains indices qui nous montrent et qui nous aiguillent vers le prochain mur dérobé. Cette fois, c'était la torche derrière le mur. Mais ce n'est qu'une partie du problème. Pour ouvrir ces portes bloquées par des runes protectrices des différents dieux, Senua doit utiliser la magie ancienne des runes. Elle a cette capacité de voir des patterns dans la nature, d'interpréter les signes avec des associations de formes qui lui révèlent sa vérité, lui permettant ensuite de les garder dans son œil intérieur, brisant ainsi ces barrières surnaturelles, la rapprochant de Valraven, de Helheim et de Feu, son compagnon, d'Ilion. Bon, ça ne devrait pas poser de soucis. Il suffit de trouver les indices, de passer les portes et de compléter les signes. Ah, d'accord. Ça se complique un peu. Pendant tout notre voyage dans la forêt, la corneille se moque de nous. Elle a l'air de vouloir nous ramener vers elle, tout en sapant notre force mentale. Une fois arrivé devant Valraven, Senua n'aura plus de force pour le vaincre. Un plan qui, je l'avoue, force le respect. Mais je ne compte pas le laisser faire! Allez, je crois que c'est la dernière rune. Ensuite, on pourra ouvrir l'ultime porte qui mène vers Valraven. Heureusement, personne ici n'a le vertige. N'est-ce pas, Alan? The gate is open. Open. This darkness. I know it from the wilds. It's coming back for me. Je t'avais dit que Druth allait être d'une aide particulière. Il a donné à Senua son miroir de fer, celui qui lui permet de se concentrer sur elle-même, celui qui passe outre les ténèbres, celui qui vaincra Valraven. Merci, Druth. You led me to the wilds. You trapped me there. Le combat contre Valraven est presque l'exact inverse de celui contre Surt. Le dieu Corneille mise toute sa stratégie sur la vivacité de ses mouvements et ses manœuvres évasives. Il ne veut pas, au grand jamais, être touché. Il attaque de loin en nous lançant ses lames. Dès qu'il est mis en difficulté, ses sbires prennent la relève pour nous agresser et en dernier recours, il passe dans le monde des ombres et des ténèbres pour qu'aucune de nos attaques le touche. C'est à ce moment qu'intervient le miroir que nous a donné Druth. Il permet à Senua de se concentrer pour traverser le voile et à sonner le coup final à Valraven. I never beat you in the wilds, did I? It was an illusion. But not this time! À chaque bataille, les ténèbres se renforcent. Chaque victoire rapproche Senua de la défaite. C'est injuste, n'est-ce pas, Alan? Maintenant, nous avons enfin les 2 signes pour ouvrir la porte de Helheim. On va enfin pouvoir aider Senua à retrouver Dilion. Et après, on aura tout le temps qu'il faut pour nous occuper de ce problème brumeux. J'ai pu remarquer un phénomène étrange pendant notre voyage. Le temps qu'il m'a fallu pour revenir à la porte de Helheim, que ce soit pour Surt ou celui de Valraven, a été bien plus court pour atteindre ces mêmes dieux. Comme si leur influence étirait le chemin, altérant l'espace-temps pour tenir Senua éloigné d'eux. Sur ce même chemin, on a pu croiser un visage gravé dans la roche. Senua y a directement reconnu les traits de sa mère, Galena. C'était une guérisseuse qui avait les mêmes talents, les mêmes ténèbres que Senua. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a pris sa propre vie à cause des voix incessantes dans sa tête, brisant, malheureusement,
la promesse faite à Senua d'être toujours là pour la guider. On a appris tôt dans l'histoire que les vivants ne peuvent pas rentrer dans le domaine des morts. Pourtant, nous venons de passer le seuil de l'inconnu et de briser une loi immuable de la réalité. Quelles en seront les conséquences ? Truth? Anyone? There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. Comme Druth auparavant, c'est malheureusement au tour de Senua de subir les visions morbides d'un village anéanti par le pillage et la destruction. Tout cela perpétré au nom des dieux, sourds et aveugles au supplice des hommes. Mais il existe chez les Nordiques une façon d'exécution spectaculaire qui attire l'intérêt de ces mêmes dieux. La cérémonie de l'aigle de sang. La personne qui l'a subie est souvent le chef du village. Mais dans le cas de Senua, c'est Dillion, son être aimé, qui a été choisi. La brume. La brume, je crois avoir compris ce que c'est. Mais pour en être sûr, il me faut plus de preuves. Nous y voilà. La porte d'entrée du royaume de Hela. Derrière cette porte se trouve Dillion. It's coming. That song again. Is it? Tell her. Yes, the source of the darkness. It's coming. This is your moment. I'm sorry. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up and fight. Malheureusement, Senua est tombée du pan. Il faut trouver un chemin vers Dillion. Don't give up. Not like this. It's not real. It is real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? Do you still believe in me, Senna? Ah, quand on parle du loup, la lumière de Dillion est apparue pour nous guider, comme une promesse faite à Senua il y a des années. Il nous emmène vers un arbre, celui où lui et Senua se sont rencontrés pour la première fois. En son cœur, une épée. Gramr, la pourfendeuse de Dieu. Take it. A sword. Take it. Dillion left it for you. Take it. Take it. Take it. Cependant, rien n'est jamais aussi simple. Pour obtenir l'épée de l'arbre des souvenirs, il va falloir surmonter les épreuves épiques d'Odin. I need this sword. It's important. Can you help me? D'accord. Alan, je pense que Senua vient de nous demander directement de l'aide.
Dans cette épreuve, nous nous baladons dans un bimonde, passant du monde de lumière à celui de l'obscurité grâce à d'énormes masques. Ce qui permet à Senua de débloquer les passages et les runes cachées, même dans des rayons de lumière, pour ouvrir les portes nous bloquant la route. À certains moments, la réalité semble fragmentée, et le seul moyen de la réparer est de trouver la bonne perspective, le bon point de vue pour matérialiser un passage. Tout ça pour rejoindre Dillion, qui, à son approche, finit par se jeter dans le vide. Ça fera plus de sens plus tard. Enfin, je crois. Dans cette deuxième épreuve, nous sommes envoyés sur une île, où nous trouvons, tout en haut du tumulus, une petite hutte qui se trouve être un labyrinthe de ténèbres. Bon, ça nous a pris quelque temps pour comprendre qu'il ne fallait pas avoir peur de l'obscurité et d'avancer sans crainte tout en allumant chaque torche pour ne jamais se perdre. Seul le pénitent le passe, seul le pénitent le passe. À la fin de ce labyrinthe, nous rencontrons le père de Senua, Zinbel, le druide du village. Il faisait culpabiliser Senua sur ses particularités qu'il traitait comme une pourriture, une malédiction. Il lui a aussi prophétisé qu'elle apporterait le malheur et le déclin sur le village à cause de ces mêmes ténèbres qui vivaient en elle. Et comme tu l'as vu, Alan, lui faisait subir des sévices physiques. Dans ce troisième souvenir, on se retrouve au cœur d'un village marécageux, où on y retrouve les arches ensorcelées de Valraven, avant de nous retrouver coincés dans un dédale pourchassé par un être composé de flammes et de haine. Cette créature représente les villageois voulant du mal à Senua, pensant à tort qu'elle est réellement la personne qui a ramené le mal et les ténèbres sur le village. Seul Dillion croit en Senua et devient son phare dans cette période trouble de sa vie. You're not a monster. Dans ce dernier souvenir de Senua, Dillion nous guide à travers un voile d'obscurité. Sa voix nous aide à nous orienter pour le rejoindre. Mais alors que l'expérience sensorielle n'est pas si déplaisante, nous sommes arrivés dans l'antre d'une créature fantasmagorique. Nous pouvions l'entendre se déplacer avec ses appendices multiples et innombrables. Le seul fait de s'imaginer à quoi pouvait ressembler la créature donnait la chair de poule. Heureusement, une fois passé, il n'y a plus aucun souci à se faire. J'ai peut-être été un poil optimiste là-dessus. There's more of them. I think they're moving. You're breathing too fast. I'm scared. This is the sound of your breath. In and out. In and out. It will pass. You can do this, Senua. I think I'm in a house. It stinks. Of death. The darkness is testing you, but you are in control.
as well. Don't turn back. Getting close. Delia. Help me. Come to the side. Delia. Is that you? I can see a light. À la fin, on y apprend qu'une peste a ravagé le village, et que le chef du village, le père de Dillion, a succombé à cette maladie. Les paroles du père de Senua lui revinrent, et elle se crut coupable, responsable de l'arrivée de la peste. D'accord, si Senua doit se battre contre des monstres de Hell, je peux bien tenter de vaincre ces brumes. À moi, Gambantien. She's ready. Ready. Remember your training. It's not over. It's not over. I can't fight it anymore. Encore une fois, le visage de Galena, la mère de Senua, gravé dans la pierre. Je crois qu'on peut expliquer la scène du saut de la foi de tout à l'heure. La mère de Senua avait pris sa propre vie et sa fille veut faire la même chose. C'était juste après le deuil de Dillion envers son père. Les mots de Zinbel résonnaient encore trop fort dans la tête de Senua, mais Dillion était le seul à réussir à les dissiper. Il a sauvé Senua à cette époque. À notre tour de sauver Dillion. Pour ça, nous avons Gramar, l'épée pourfendeuse de Dieu. Il ne reste plus qu'à affronter Ella. Nous sommes, Alan, dans la dernière ligne droite, vers. Mais comme toujours, le chemin est semé d'embûches. Dans le temple de Ella se trouve un monstre. L'obscurité est son domaine, et y rester un instant de trop pourrait signifier la fin. Garm, l'ombre bestiale. Pour s'en sortir, il faut user de toute la magie que Senua contrôle maintenant, mais ne surtout jamais s'éloigner de sa lumière. Le chemin est rude, mais je pense que nous sommes bientôt à la fin de notre odyssée. C'était forcément un piège, mais si on arrive à atteindre la fin du couloir, nous serons sauvés. What have you done? No! No! You've lost it. It's over. The darkness is working. Lost him. You've lost him. Nous n'avons pas le choix. Il faut aller le récupérer au cœur de la tanière de Garm. S'enfoncer toujours plus profondément dans les boyaux de ce temple est la tâche la plus ardue de notre voyage. Chaque échec nous demande de nous relever et la marque des ténèbres se propage. Les brumes, les ombres ne nous laissent aucun répit. Et parfois, elles nous obligent à jouer de notre vie pour réussir à avancer. Stop. Get through. You have to do it. Force it. Force it. Get up. Get up. Si nous ne changeons rien, c'est la fin.
Je ne sais pas combien de temps est passé, mais nous sommes tout en bas. Il suffit de ramper dans ce dernier couloir pour récupérer Dillion des griffes de l'infâme. De tous les combats, celui de Garm est le plus périlleux. Surt était brute. Valraven était fourbe. Garm et les deux, toujours dissimulés dans l'obscurité, sans le miroir, sans se raffiner de Senua. Malgré la puissance de Grammer, nos coups ont l'air d'à peine l'écorcher. C'est un combat d'endurance, où chacune de nos erreurs ou imprudences sont punies. Jusqu'au moment où... Nous avons récupéré Dillion. Nous sommes remontés. Encore une fois. La dernière ligne droite. Comme dans tout récit héroïque, Senua doit se confronter à elle-même. Elle contre les furies. Si elle veut avancer, elle doit les laisser, les abandonner. Ces voix qui nous ont accompagnés et aidés pendant tout le voyage. Malgré leur côté néfaste par moments, Senua a passé sa vie avec elle. Elle doit donc abandonner une part d'elle-même. Follow your soul and let go of the Senua of old. For there lies your weakness, and the darkness will find it. If she sacrifices herself, she sacrifices it. Is her hell. Le dernier mensonge de Zinbel vient de céder. Senua se souvient enfin de la vérité. Sa mère ne s'est jamais ôté sa propre vie. C'est son père qui l'a mise au bûcher pour sauver son monde des ténèbres et des malheurs qu'elle pourrait engendrer. D'après lui, les ténèbres viennent de la défiance envers les dieux. Only suffering brings salvation. It is the way of the gods. Nous y voilà enfin, le combat final. Une dernière épreuve de force, de résilience et d'endurance. Au loin, on peut apercevoir Ella nous toisant, jugeant chacune de nos actions, voulant au final notre déclin. Mais non, pas après tout ce que nous avons vécu, pas cette fois. Nous allons lui arracher, si on le doit, Dillion, et nous allons le ramener parmi les vivants. Elle peut nous envoyer tous les plus grands guerriers qu'elle a. Nous les vaincrons, tous, un à un. Même si ça doit nous prendre des centaines d'années, nous avons réussi à ramener Senua ici, dans le domaine d'une déesse. Et si nous devons pourfendre Ella, nous le ferons. Ce n'est pas le premier dieu que nous affrontons et que nous détruisons. Et ces satanées brumes, je sais ce qu'elles sont. Et je ne les laisserai pas m'avoir. Father, you betrayed the gods in search of Dillion, in search of love. Look where that's got you. Let go of your battle. Let go of redemption. Let go of Dillion. Si le combat continue comme ça, je vais pas tenir. Il faut que je prenne le temps de réfléchir. Let go, Senua. You're going to die. You will have no power over me.
Bon, il est temps que je te dise la vérité. Comme la voix narratrice de Senua l'a dit maintes fois, les plus dures batailles sont celles de l'esprit. Senua est atteinte de psychose et nous l'avons vécu à travers elle. Les troubles psychotiques affectent le fonctionnement du cerveau en modifiant les pensées, les croyances ou les perceptions. Une personne présentant une psychose peut difficilement faire la différence entre ce qu'elle perçoit et ce qui est réel. La psychose affecte alors les pensées, les émotions, les sentiments et les comportements. Nous avons pu entrer dans la réalité de Senua, là où la psychose est normale. Faire des corrélations et détecter des patterns n'est pas une épreuve pour elle, mais seulement sa façon de penser le monde et d'interagir avec. Se débloquer de situations avec les perspectives et voir des kaléidoscopes danser tout autour d'elle. Dans des moments d'anxiété et de stress, une version tangible et animée de ses craintes apparaît devant elle pour lui permettre de les combattre. Sauf pour les ombres, qui font partie d'une blessure bien plus profonde, affligée par son père et la société. Et enfin, ces petites voix dans sa tête, qu'elle nomme les furies, ne sont là ni pour elle, ni contre elle. Elles sont simplement présentes. Et dans une certaine mesure, Alan, je pense que nous sommes une d'entre elles. Une de celles qui l'a fait avancer, qui l'aide à affronter ses démons. Quand Senua est tombée du pont, elle a eu un épisode psychotique où elle a entendu son père la dénigrer et l'insulter. C'est la seule fois où on voit à travers le miroir, où on voit que c'est Senua qui prononce tous ces mots. Ella a toujours eu le visage de Senua. Je te l'ai décrite comme la déesse à moitié corrompue, comme les ténèbres qui rangent Senua, et qui n'ont cessé d'augmenter. Mais elle représente aussi l'image rémanente de la dernière fois que Senua a vu le visage de sa mère Galena, à moitié brûlé par les flammes du bûcher. Tu vois, Alan, on pourrait se dire que tout ce que vit Senua est insensé, démentiel et délirant. Mais il faut bien comprendre que pour elle, tout cela existe. Tout cela est tangible. Tout cela fait partie de sa réalité. C'est sa vérité. Il n'y a pas de mensonge dans tout ce que j'ai pu te raconter. Toutes les épreuves, tous les combats, nous les avons vécus avec elle. Et tout cela pour une seule personne, Dillion. Il était la seule attache que Senua avait avec le monde vivant, sa seule lumière dans les ténèbres. Une tragédie le lui a enlevé. Mais pour continuer à vivre et accepter d'aller de l'avant, il faut pour Senua qu'elle remplisse sa dernière épreuve. Elle ne pourra jamais ramener Dillion à la vie, de faire son deuil et d'avancer. Hellblade Senua Sacrifice est un de ces jeux vidéo qui parle de santé mentale de la bonne façon. Grâce à lui, une personne atteinte de psychose peut expliquer ce qu'est sa réalité plus facilement. C'est l'avantage unique de ce média. Grâce aux jeux vidéo, on peut se mettre dans les bottes des autres. On peut mieux les comprendre. Ce que je retiendrai, Alan, c'est que perdre de la santé mentale dans un monde d'horreur cosmique doit avoir du poids. Ça doit devenir la réalité de la personne qui le vit. Être assez ancré dans le réel pour devenir sa vérité. Le sacrifice de Senua. Enquête élucidée. Maintenant, les brumes. Oh bordel! J'ai omis la seconde partie de ma phrase en début de vidéo. Pourtant, autour de nous, tout le monde porte un sourire. Et de cette façade, nous savons tous de nous rire. Ultimement, si tu n'en as point, il ne te restera que la faim. Tu devras donc en créer toi-même plus d'un.